Oui, alors ce livre, il s'appelle Notre corps nous-mêmes. À la base, d'ailleurs, j'aurais bien aimé le présenter le 8 avril ici au Grain des Mots quand c'était prévu, mais bon, le confinement nous en a empêchés. Et donc c'est un manuel féministe qu'on a actualisé avec un collectif d'autrices. On est donc neuf à avoir travaillé pendant 3 ans dessus, en reprenant un livre des années 70 qui s'appelle, dans sa version états-unienne, Our Bodies Ourselves, qu'on traduit par Notre corps nous-mêmes en français, et qui a existé déjà dans les années 70 en France, dans une version qu'on a entièrement retravaillée en gardant la méthodologie. Donc c'est un peu la transmission d'un héritage féministe 40 ans plus tard, dans l'idée d'un manuel de santé, un manuel de connaissance et d'autonomisation par rapport au corps. Alors moi, c'est un collectif qui s'est constitué autour de cette envie d'actualiser le livre. Une éditrice, Marie Herman, avait ce projet de l'actualiser depuis longtemps et on s'est réunis par différents biais. Moi j'ai rejoint parce que je travaillais sur ce projet documentaire Le plaisir féminin que je suis en train de terminer maintenant pour travailler à la base sur le chapitre sexualité. Il se trouve, bon, pour l'anecdote, que pour le projet Le plaisir féminin, j'étais partie à la recherche des autrices de Notre corps nous-mêmes des années 70, qu'on les avait rencontrées avec Yelena Perret, qui est une autre autrice de cette version. On les a interviewées dans une émission de radio pour qu'elles nous racontent l'histoire de ce livre. On était fascinés par cet héritage et on se demandait mais enfin, où il était passé pendant toutes ces années. Et le lendemain, ou 3 jours après l'interview, on a appris par un ami commun qu'une éditrice avait le projet d'actualiser le livre. Donc c'était une sorte d'évidence et on s'est toutes réunies avec cette envie, d'ailleurs, qu'on connaisse le livre ou pas à la base. Hein. C'est vraiment un élan commun d'intérêt pour un objet qui raconte beaucoup de choses sur notre histoire commune. Alors c'est vrai qu'on a paradoxalement tout réécrit et en même temps gardé beaucoup, je dirais, sur la logique, la structure du livre, dans le sens où le cœur du livre, c'est les témoignages. Des témoignages de femmes cisgenres, trans ou non-binaires ou de personnes non-binaires à travers voilà, de tous âges, de toutes origines sociales aussi. Et c'est vraiment les témoignages qui vont apporter une matière particulière à ce livre et montrer des pluralités de récits. Après, nous, on n'a pas repris. En fait, c'est pas thématique. Je dirais la différence avec le livre des années 70, c'est on a essayé d'aborder toutes les étapes de la vie sexuelle et reproductive, toutes les étapes que peuvent traverser nos corps en fait, que ce soit enfin voilà, l'apprentissage de ce qu'est la féminité, qui est souvent quelque chose qui est imposé, hein, la découverte de son corps. Alors pour celles qui ont un utérus, des menstruations éventuellement, l'arrivée des règles, avoir un enfant ou pas, je veux dire, il y a énormément se défendre contre les violences aussi. Ce livre, en fait, c'est des thématiques qui étaient déjà présentes dans les années 70, mais qu'on n'a pas cherché à changer de chapitre en chapitre. On a plutôt cherché à éviter de diviser nos vécus, comme c'est parfois le cas quand on a des livres où on va dire bon bah voilà, si jamais tu es enceinte par exemple, on va avoir un livre là-dessus, mais par contre ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec je ne sais pas, à vivre des violences médicales ou à subir des injonctions par rapport à ta féminité ou aux normes de genre. En fait, on réunit tout ça parce que nos vécus, ils ne sont pas divisés. En fait, on vit tout ça en même temps, tout le temps. Et c'est une condition, en fait, une condition sociale qui est imposée à nos corps dans un système qu'on appelle le patriarcat. Et on a besoin d'avoir tout ça à la fois comme outil, souvent pour se défendre. On s'est beaucoup interrogé sur cette question avec le collectif et aussi avec les autrices des années 70. Et nous, alors en dehors des questions conjoncturelles, hein, qui sont que les autrices des années 70 n'ont pas eu le temps ni l'énergie pour le faire parce que c'est énormément de travail, presque pas payé, il faut bien le dire. Mais le fait que ça se passe maintenant, je pense aussi que ce livre, il a une histoire intrinsèquement liée au mouvement féministe en fait, et qu'il en fait presque
Il en est presque un battement, une pulsation en fait. Dans les années 70, il est apparu et puis il a été finalement laissé un peu à l'abandon dans les années 80-90, moment où il y a eu un backlash énorme sur les questions féministes justement, où c'est devenu une insulte ce mot féministe dans ces années-là. Et nous, en fait, on a commencé à avoir besoin de cet héritage et de le reprendre à un moment où, sans le savoir, alors qu'on n'en avait pas encore conscience, redémarrer un mouvement féministe massif, en fait, dans lequel on est en ce moment. Je pense que c'est l'histoire d'une transmission qui peut-être s'est pas faite à une période et qui a repris maintenant dans l'époque actuelle, et que ce livre en est aussi un symbole. Oui, on a parlé, alors non seulement avec les autrices des années 70 en France, qui étaient là à la soirée de sortie du livre et qui nous ont parlé aussi de ce que ça symbolisait pour elles, le fait que ce livre soit transmis. Elles disent que c'était un rêve de féministe et que c'était un rêve pour elles, en fait, de savoir qu'il y avait cette continuité de cet héritage. Et on a aussi parlé avec les autrices de la version initiale états-unienne, des femmes qui ont aujourd'hui 70, 80, 85 ans, qui continuent à se battre sur ces questions, à diffuser des éléments techniques, des outils de réflexion sur la question du corps, et qui ont vu leur travail initial, qui était une brochure écrite dans un groupe à Boston, sur un coin de table dans les années 60, devenir un livre traduit dans le monde entier par des collectifs de femmes, dans une perspective de lutte. Ces femmes-là, elles sont encore vivantes et on a parlé avec elles, et elles sont dans une énergie folle. Et pour nous, c'est aussi particulièrement fort d'avoir ce contact visuel, et on espère leur rendre visite d'ailleurs, parce que c'est aussi comme ça que se transmettent les luttes, et toutes les idées, toutes les avancées qu'on propose ne tombent pas dans l'oubli, en fait. C'est en gardant contact entre nous, parce qu'il s'agit quand même d'une lutte contre un système oppressif, et on a besoin des unes des autres, et de ne pas tout perdre d'une génération à l'autre. C'est ça qu'on reprend aujourd'hui, je crois. Et je pense que je le vois, enfin c'est des choses qu'on s'est dit collectivement avec les autrices, c'est que c'est à la fois un refuge, parce que tous ces témoignages donnent l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça me fait quand je lis, qu'il y a un espace où nos vies existent. Ces mêmes vies qui sont souvent invisibilisées dans les productions culturelles, dans les récits, dans l'espace public, à part pour, je sais pas, des publicités sexiste souvent d'ailleurs, mais du coup, c'est un endroit où on peut se réfugier et trouver ce monde qui manque, en fait, et en même temps y trouver des outils, de la force, parce que les personnes qui vont témoigner dans le livre, elles vont nous dire dans telle situation je me suis défendue comme ça, dans telle situation j'ai répondu ça, quand et puis nous faire comprendre aussi des choses qui nous habitent sans qu'on les ait forcément conscientisées. C'est l'occasion de revenir sur certains vécus. Là, comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est cet exemple qui me vient, mais cette question de pourquoi on met des hauts de maillot de bain à des petites filles dès 6 ou 7 ans, en fait, alors que ça contraint la liberté de mouvement, parce qu'en fait, ça se barre, et que du coup, on a les tétons à l'air. Mais pourquoi les tétons d'un enfant, c'est problématique, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, des épisodes sur lesquels ils sont intéressants de revenir, parce qu'on comprend comment on a finalement subi très tôt des injonctions, des normes, des limitations de notre capacité à bouger, de notre capacité à nous exprimer. Et donc, ouais, tous ces outils et tous ces récits, ça, je pense, peut nous aider à nous rendre plus fortes, à déconstruire des choses, et à savoir qu'on n'est pas seul, et peut-être à redessiner, commencer à redessiner une réalité qui serait nôtre, ou qui nous appartiendrait plus, et qui n'aurait pas été pensée par l'hétéropatriarcat, pour employer les grands mots. Ça a été un travail qu'on a réalisé en s'inspirant de la méthode des autrices des années
60 en fait, elles ont raconté que elles se sont réunies, elles ont commencé à parler d'elles et nous on a fait pareil. On a dit dans notre groupe, on va déjà essayer d'échanger nos expériences à nous, voir ce qu'on en retire, qu'est-ce qui ressort de nos vécus. Et on a appris à se livrer aussi les unes aux autres et avoir une lecture politique de nos vécus privés en fait. On a appris ça ensemble et bien sûr en même temps on ne pouvait pas se limiter à ça parce qu'il y a énormément de différences de vécu aussi en fonction de la classe sociale, en fonction de l'origine, en fonction de la race, en fonction de l'âge, en fonction du genre aussi, de l'orientation sexuelle. Et c'est des récits qu'on est allé chercher ensuite en proposant des discussions collectives. Alors, avec un groupe de femmes qui ont un handicap mental à Toulouse, dans un ESAT par exemple, avec un groupe de femmes de la Cité des Francs-Moisins, dans un quartier donc, populaire au nord de Paris, des femmes plus âgées dans une zone rurale, à la campagne, voilà, des femmes très jeunes et aussi des personnes non binaires, des entretiens individuels aussi avec des hommes trans. Euh, En fait, des personnes qui vont vivre, enfin qui ont ce point commun d'avoir, de ne pas être les dominants d'un système justement hétéropatriarcal. Et on est allé chercher cette multiplicité de récits à neuf, en allant toutes créer des ateliers de partout. On a rencontré plus de 400 personnes dans ce cadre-là, ce qui fait que les récits cumulés, ça construit comme un espèce d'écho, de cœur, en fait, de moments où tout ça se répond, parce qu'on constate que malgré les différents vécus, il y a quand même ce référentiel commun, et puis peut-être ce vécu commun à un moment ou à un autre d'une oppression, en fait. Qui nous relie et qui est une bonne raison pour apprendre à nous défendre, nous autonomiser, nous battre. Oui, c'est vrai on a voulu préciser dans le livre parce que initialement la formule de ce livre c'est par les femmes pour les femmes. Nous, ce qu'on considère, c'est que femme, une construction sociale, c'est une catégorie justement qui permet une domination. En fait, on décide qu'il y a deux types d'individus, on les a appelés femmes et hommes. Mais donc, en fait, les personnes qui ont un vécu social de femme, pour nous, sont des femmes, c'est-à-dire que ça inclut des femmes cisgenres, des femmes transgenres. Et en fait, dans le livre, il y a une multiplicité de témoignages dans le sens où on a pris comme axe l'idée de personnes qui pouvaient témoigner, ces personnes qui ont ou ont eu à un moment un vécu social de femme, dans l'idée qu'on peut se reconnaître à un moment dans cette catégorie, même si elle nous a été imposée. Je pense par exemple à des personnes trans, à des hommes trans qu'on a assignés femmes à la naissance, mais qui vont avoir de fait subi ces injonctions à la féminité en fait, tout au long de l'enfance par exemple. Et donc nous, c'est un parti pris voilà, qu'on a décidé, enfin voilà, qu'on a utilisé dans le livre pour justement sortir aussi de cette idée essentialisante selon laquelle il y aurait deux genres par nature. On n'adhère pas du tout à cette idée-là. Et ça a été voilà, tout un travail parce que c'est un sujet clivant dans le féminisme aujourd'hui, mais c'est le parti pris qu'on a eu avec lequel on se sentait, dans lequel on se reconnaissait aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé sur cette question. Oui, alors nous, c'est vrai que la sortie du livre a correspondu peu ou prou au moment, à 2 semaines du début du confinement, et on sortait juste de 3 ans d'écriture, ce qui fait qu'immédiatement, on a pensé à toutes ces personnes qui nous avaient raconté leur quotidien, leur vie, et à ce que ça impliquerait pour elles, en fait. Et une des premières choses, je pense, qui nous a inquiétés, c'était l'absence de lecture de genre de cette situation de confinement. On est parti à la récolte de témoignages aussi en début de confinement pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. On a publié sur notre Facebook, celui de Notre Corps Nous-mêmes, des témoignages. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est à quel point la société compte sur
les femmes pour assurer en cas de crise sanitaire, au sein du foyer, d'assurer à la fois pour celles qui télétravaillent, à la fois le télétravail et l'école à la maison et les tâches ménagères et la nourriture 3 fois par jour, ce qui en soi sont des triples, quadruples journées intenables, sans jamais que la question de la rémunération de ça ne soit même abordée dans le débat public. On a aussi compté sur les femmes en fait pour faire tourner le pays, puisqu'il y a eu des statistiques incroyables dans le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes, de caissières, toutes les personnes qui sont parties au front. Il y a une proportion majoritaire de femmes. Donc c'est aussi les femmes qui s'exposent le plus au virus. C'est à elles qu'on demande donc de fait de respecter les mesures d'hygiène. Et ça a vraiment fait apparaître un pays qui fonctionne sur le travail gratuit ou mal rémunéré des femmes globalement, sans aucune forme de reconnaissance, ne serait-ce que financière, parce que dans le même moment, on met en place une réforme des retraites. On sait que les femmes sont extrêmement lésées à la retraite par rapport aux hommes. Aujourd'hui, en France, on est à 50% de moins de retraite en moyenne quand on est une femme que quand on est un homme. Je veux dire, c'est aussi parce qu'on passe la moitié de notre vie à travailler gratuitement, faut bien le dire. Donc, je veux dire, c'est cette absence de lecture de genre qui nous a inquiétés. Et puis parce que c'est une question de vie ou de mort, en fait. Je veux dire, d'enfermer aussi des femmes avec leurs agresseurs, quand on sait que le nombre de violences conjugales se démultiplie dans ce genre de période. Et il y a une irresponsabilité politique totale sur ces questions, puisque les déclarations qu'on a de notre secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes, ça va être on a 30% en plus d'appels au 39-19, mais nous on veut savoir il y a combien de condamnations en plus. Qu'est-ce qui a été mis en place pour qu'il y ait tout de suite des éloignements, des arrestations, des centres. Qu'est-ce qui a été mis en place? Non, on a un enregistrement statistique d'une augmentation des violences. C'est ça leur action. Je veux dire, c'est criminel en fait. Alors que dès le début, on le savait que ça allait faire ça en fait. Donc, il y a vraiment des batailles très urgentes à mener sur toutes ces questions et y compris dans des périodes comme celle-ci, parce qu'on voit aussi à quel point tout ce travail mené de soins, de care, ce travail social est pas reconnu, fait par des femmes, en fait, fait tenir le monde aussi. Donc on a besoin d'avoir cette lecture-là pour changer cet état de fait. Là. C'est d'une urgence terrible. Ouais, alors j'espère que ce livre, on pourra reprendre la tournée prochainement. Et puis parce que je pense que les rencontres, là, on en parle dans un cadre sans que les gens ne soient là et sans qu'on puisse échanger. Mais en fait, de parler de tout ça, c'est aussi ça, je pense, transmettre, réfléchir et voir comment on s'organise, comment on réfléchit, comment on se bat, pourquoi pas ensemble. Et c'est vrai que, bon, moi, je pense que mon projet pour l'année, j'espère personnellement, ce serait effectivement d'accompagner ce livre, de terminer ce documentaire qui s'appelle Le plaisir féminin, dans lequel je raconte aussi cette histoire, mais peut-être au-delà de personnellement, que ce soit des outils dans la construction de ce mouvement féministe dont on a besoin et qui doit et dont j'espère qu'il va encore grandir et qui va gagner en rapport de force pour je sais pas, qu'on soit en capacité de demander tout de suite l'augmentation des salaires des infirmières, pourquoi pas la rémunération du travail domestique, pourquoi pas enfin l'allongement du congé du congé paternel, enfin tout un tas de choses qu'on pourrait demander si on était assez fort et assez forte en fait. Et ça voilà, c'est un chantier, en fait oui, un chantier d'abolition du patriarcat qu'on va essayer de mener pour que ce soit réglé en 2021.